48 heures. Mais plus elle sera dans une région où elle aura la faculté de récupérer ce genre de molécules pures, plus ce sera facile. Tandis que le carbone a la faculté, lui, d'enregistrer beaucoup plus la mémorisation de l'astral. Le carbone, à l'état respiratoire, entre autres, a la faculté, dans ses liaisons moléculaires, de mémoriser énormément d'astral au niveau de l'information. Alors, plus une personne va respirer un air où il y aura du gaz carbonique, où il y aura du carbone à l'intérieur de cet air, plus elle sera baissée en vibration au niveau de sa conscience, et plus elle ira chercher de l'information reliée à une conscience collective. C'est normal, pourquoi? Parce que la majorité des molécules de carbone au niveau respiratoire, donc de toutes les chaînes de carbone, que ce soit le monoxyde, évidemment, qui va tuer parce qu'il mémorise trop, que ce soit le bioxyde de carbone, donc celui qu'on respire normalement, le CO2, le trioxyde, etc., ce qui va arriver, c'est que ce gaz fait partie de ce qui va être rejeté par l'être humain évoluant. Il est rejeté par le sang. Le sang a une résonance vibratoire avec l'âme, avec l'astral de l'être humain, par le foie, par le cœur et par tout ce qui va servir de lymphe au niveau de la circulation de tous les liquides interstitiels et sanguins au niveau du corps physique. Et lorsque l'être humain respire, il prend de l'oxygène. Il n'y a pas de carbone dans l'oxygène, il y a de l'O2. Et lorsqu'il va rejeter, il rejette du CO2. C'est-à-dire qu'il rejette l'information qui, inspirée par les poumons d'autrui, va lui permettre de se relier à une conscience collective, c'est-à-dire qu'il va être capable, selon son inspiration et la faculté énergétique de sa conscience, de pouvoir décoder la mémoire enregistrée sur la liaison de carbone, il va être capable de s'assujettir, consciemment ou inconsciemment, à la conscience collective de tout le monde. Et c'est pourquoi plus l'être humain respire et expire, à l'échelle planétaire, plus l'être humain finit par avoir astralement une conscience planétaire, parce que les vents faisant circuler toutes les expirations de tout le monde, il finit par pouvoir inspirer, disons, de l'information venant d'un peu partout. Et c'est pourquoi aussi, dans l'Antiquité, on va dire, j'ai eu une inspiration qui m'a... C'est ça, une inspiration, c'est respiratoire, et tu parles d'une inspiration au niveau de ta conscience. C'est normal. Celui qui meurt n'a plus la faculté de retenir sa mémoire. Il vient d'expirer. Alors tout ce qui est mémoriel va maintenant être transformé, même le carbone de son corps va être redigéré par la planète, créant de cette façon une évolution biologique au niveau planétaire, ce qui, comme je l'ai déjà dit, fait en sorte que c'est la planète qui évolue de par son contexte moléculaire. Alors celui qui parle et qui est relié à l'astral supramental n'a pas la faculté de lire dans le néon, l'argon, l'hélium. Il a par contre la faculté de lire dans le carbone, dans l'oxygène, dans les métaux, dans tous les autres gaz comme l'azote, entre autres. Et si on limitait ces structures, sachant tout ça, si on pouvait recréer dans un endroit précis... Ça ne fonctionnerait pas pour l'instant. Ça ne fonctionnerait pas. OK. Tu parles d'une salle où on pourrait fabriquer chimiquement de l'hélium, du xénon, de ces gaz rares. Et là, l'être humain entre et respire ces gaz rares. Il faut bien comprendre que c'est souvent ce que l'on va faire et que l'énergie moléculaire de ces gaz, elle est intacte, non colorée par l'astral, qu'à la condition qu'elle ne soit pas densifiée. Cela veut dire que si tu prends, par exemple, prenons l'exemple des plongeurs sous-marins qui vont plonger avec un mélange hélium-oxygène, par exemple. Pourquoi ne se fusionnent-ils pas avec une conscience supramentale tant qu'ils sont dans les profondeurs de l'eau où ils respirent ce mélange d'un air normal, d'un air, disons, supramental? Pourquoi? Ben, c'est simple. Plus tu densifies l'énergie, plus elle se matérialise, donc plus elle perd de sa mémoire pure. Ça va. Cela veut dire que, premièrement, sous l'eau, le poids de l'eau crée une pression qui écrase, ça comprime. Comprimant, il y a densification. Deuxièmement, lorsque tu prends un appareil pour remplir une bonbonne d'hélium, tu prends des molécules disparates non comprimées et tu les comprimes dans une bonbonne où elles peuvent presque devenir liquides. D'ailleurs, ta bonbonne sera froide. Pourquoi? Parce qu'elle recherche la chaleur pour réévoluer, c'est-à-dire pour revenir à son expansion originale. Alors, ce qui fait que si tu prends une pièce et que tu comprimes par des moyens mécaniques les gaz rares extérieurs à l'intérieur de ta pièce, tu détruis de par là même l'information supramentale qui va y être mémorisée. Si tu la crées chimiquement en laboratoire, elle n'a pas encore été percutée par l'énergie supramentale, donc elle n'a pas d'information à te révéler. Voilà pourquoi ça ne peut pas fonctionner.
À travers tous les événements qui se passent dans le monde, c'est possible d'augmenter le micro un petit peu? Oh, tu aimes fort. Ça va se faire? OK. À travers les événements qui se passent, Est-ce que tu veux t'entendre? Tu t'écouteras sur cassette. y a-t-il une raison cosmique pour ce qui se passe présentement? Répète ta question. Si les Américains, présentement, font un raid contre les pays du désert, et que ceci, par l'intermédiaire de la croyance du peuple, essaie de monter le peuple contre les Américains, est-ce qu'il y a une raison à ce que ça se passe présentement en 86? Puis il y a eu une belle petite passage de la comète Halley, je pense vendredi, il y a 2 semaines, qui est passé très proche de la Terre. Alors, pourquoi la comète de Halley peut-elle influencer l'humanité? Oui, pourquoi? Ou, on pourrait dire, peut-elle? Si on regarde simplement tout ce qui s'est passé à chaque passage de la comète de Halley, que ce soit Attila, que ce soit Gengis Khan, que ce soit Philippe de Macédoine, que ce soit l'invasion de l'Angleterre, presque à chaque fois que la comète de Halley passe, il y a des connotations au niveau historique qui viennent justement déterminer le fait que peut-être cette comète crée des problèmes apocalyptiques à l'échelle planétaire. La dernière fois qu'elle est passée, au début 1900, la planète Terre a traversé la queue de la comète. C'était calculé mathématiquement et ça a créé une panique monstre un peu partout en Amérique et même un peu partout à l'échelle planétaire, là où on avait l'information que la planète Terre traverserait la queue de la comète. Parce que c'est cette fois-là que la comète est passée le plus près de la planète Terre. Ou disons même que la Terre est passée le plus près de la comète. Alors on s'attendait à respirer des gaz mortels. On s'attendait à respirer des gaz nocifs qui tueraient l'humain. Alors à New York, on a vendu des masques à gaz, des pilules anti-comètes et un paquet d'autres choses. Et lorsque, en 1900, début 1900, la Terre a traversé la queue de la comète, tout le monde priait, tout le monde, c'était la fin du monde. Ça a été la fin d'un monde. Tout le monde a été surpris par la suite de voir qu'ils étaient encore vivants. Et que malgré l'ingurgitation de plusieurs pilules, ils n'avaient qu'un seul symptôme, des coliques. Et ceux qui n'en avaient pas pris étaient bien. La comète vient de repasser. Est-ce que la comète perturbe effectivement l'existence de la planète autrement que par le déplacement de toutes les couches astrales inhérentes à l'atmosphère planétaire, comme le font les 7 ou les 9 ou les 12 planètes qui tournent autour de nous? Est-ce que la comète influence la planète Terre autrement qu'en créant une marée astrale, un déplacement majeur, une perturbation tout à fait majeure du schéma astral, perturbation qui se poursuit encore? La Lune attire une énergie astrale planétaire qui est lunaire. Lorsque la Lune tourne autour de la planète Terre, l'énergie astrale tourne aussi. Lorsque l'être humain est sur un côté où il n'y a presque plus d'énergie lunaire, alors évidemment, il n'est plus influencé, en bien ou en mal, par cette énergie lunaire. Il y en est de même pour Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, etc. Lorsque la comète de Halley passe, elle crée un remous total dans tous ces mécanismes mémoriels astrales, donc dans toutes ces densifications différentes, dans toutes ces strates de l'astral reliées aux 7 planètes spirituelles. Et ce remous est présentement en action. Et même si la comète tend à s'éloigner, elle entraîne avec elle, donc elle crée une espèce de rotation de tous ces schémas astrales autour de la planète, rotations qui vont essayer d'être limitées par la rotation même des planètes qui régissent ces plans astraux. Ça crée une perturbation monstre, ça crée une espèce de paquet de mélange de nuages tel que l'astrologie ne pourra pas le prévoir. Parce que normalement, les coupes sont droites lorsque la planète tourne, tout le schéma astral de par l'attraction suit. Après le passage d'une comète, ce qui va arriver, c'est que, surtout celle de Halley, entre autres, qui est une des grandes comètes, lorsque la comète a passé, les nuages gonflent, attirés par la comète, ce qui fait que ce n'est plus prévisible, tu ne peux plus dire que parce que Mars est là, l'énergie de Mars nuit, parce que si le nuage fait un détour attiré par la comète et revient vers Mars, où l'énergie martienne devrait être, il n'y en a pas. Alors plus la comète va s'éloigner, plus ce nuage va tendre à revenir vers ce qu'il a été au début avec des remous encore. Mais ce n'est pas ça qui nuit ou qui perturbe l'évolution de l'humanité par le passage de la comète Halley. Souvent, le monde, les personnes vont dire, tu sais, la comète Halley, faut pas... J'ai dit en conférence en 85
qu'effectivement le passage de la comète Halley amènerait certaines perturbations et amènerait surtout beaucoup d'énergie supramentale à l'échelle planétaire. De quelle façon c'est possible? Lorsque j'ai dit cela, je savais. Mais aujourd'hui, je vais expliquer. Les savants essaient, ces derniers temps, ont envoyé énormément de satellites à l'intérieur de cette comète, de cette queue de comète, pour essayer d'en savoir la constitution. Et la comète de Halley n'est pas un soleil. Même si elle a la constitution, une constitution, disons, chimique, combustiblement chimique, similaire à ce qui crée le soleil. Mais c'est surtout par la traînée qu'elle laisse en arrière d'elle, une traînée qui, justement, de par la constitution des gaz de cette comète, de par sa combustion, on peut parler d'hélium, on peut parler d'argon, on peut parler de certains gaz rares sur la planète Terre, qui présentement vont avoir une tendance à être attirés par cette planète Terre et les autres planètes et le Soleil, mais ça on s'en fout, il n'y a pas d'être humain qui évolue là-dessus, par la planète Terre, ce qui fait que l'énergie supramentale traversant, lorsque la comète de Halley a passé, il y a une retombée de gaz, une retombée d'effets de comète, donc qui sont reliés surtout par ces gaz rares, ont un peu de carbone et un peu d'autres choses, mais énormément par de l'hélium et d'autres formes de gaz qui vont être attirés par l'attraction terrestre, ce qui fait qu'on va augmenter notre quota de gaz rares. J'ai dit tout à l'heure qu'on aurait de plus en plus de ces gaz rares, et ces gaz rares venant à l'échelle planétaire ne sont pas colorés par l'énergie astrale, et ils ont été percutés lors du voyage de cette comète dans notre univers par l'énergie supramentale. La comète de Halley amène donc la conscience chez l'être humain qui n'a pas la faculté intrinsèque de pouvoir se connecter extraterrestrement à l'énergie supramentale. Cela veut dire qu'en ce qui me concerne, la comète de Halley ne m'influence pas. Cela veut dire qu'en ce qui concerne la majorité de l'humanité, ça ne les influencera pas consciemment ou directement. Mais cela veut dire que pour une partie de l'humanité qui inspirent de l'air et qui ont une faculté de prendre ce contact avec l'énergie supramentale, il y aura plus d'informations, il y aura plus d'énergie informante qui pourront venir instruire ces personnes, ceux qui sont près d'un contact. Alors, à partir de 86, il y aura des contacts au niveau collectif à l'échelle du Québec. On ne parle pas des autres territoires, ça ne nous regarde pas pour l'instant. Et il y aura donc de plus en plus de monde qui auront cette faculté de toucher l'énergie supramentale. Est-ce que ce sera de l'énergie extraterrestre? Pas dans le début. Et comme on parle du PMC6, où le PMC6 se termine lorsque tu as eu le contact. Le contact, tu l'as eu avec la vibration supramentale, mais pas avec l'énergie extraterrestre. Pas nécessairement. Ce contact avec la vibration supramentale libre, qui ne constitue pas l'astral supramental au niveau psychologique, mais qui constitue le supramental astral. Celui des molécules de gaz rares, perturbées, disons percutées par l'énergie supramentale et non colorées par l'énergie de l'expérience planétaire. Cette énergie, le supramental astral, pour le différencier de l'astral supramental qui est créé par l'être humain et qui va être surtout mémorisé au niveau des molécules d'azote et de quelques autres gaz, mais tout à fait fréquents à l'échelle planétaire. Mais c'est surtout le carbone. L'azote, d'ailleurs, aussi a la faculté de retenir énormément la mémorisation astrale. Donc, il y a un mélange entre les deux. L'être humain qui, présentement, suit un chemin de conscientisation, se doit d'avoir un contact avec une énergie astrale, une énergie supramentale, pardon, de façon à ce que son astral, de façon à ce que son ego soit instruit de quelle est la saveur de Dieu, à quoi il goûte, qu'est-ce qu'est la senteur de Dieu, quelle est la couleur de Dieu, quel est le bruit, le son de Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu finis par avoir un contact avec le supramental astral, donc avec ces molécules de gaz rares, donc terrestrifiées, et tu, égoïquement parlant, maintenant, tu viens d'avoir, tu sais. Tu n'as pas encore la faculté, par ton énergie vitale, de te créer un canal qui va te permettre d'outrepasser la tombe planétaire pour aller directement dans l'éther supramental, mais tu sauras. Sachant à ce moment-là, tu auras la faculté maintenant réelle de discerner du contact carbonique ou encore du contact de l'azote ou des autres gaz normaux planétaires
de ce contact avec une molécule de gaz rare. Et là, le discernement doit être, non pas au niveau de la compréhension, c'est un discernement qui se fait énergétiquement. Si toi tu inspires, peux-tu me dire ce que goûte l'oxygène? Tu peux me dire ce que goûte vibratoirement à un moment donné, oui. Mais par différence de potentiel. Dans un air vicié, tu sors à l'air libre, tu viens de goûter énergétiquement la différence. Mais peux-tu me dire ce que goûte une molécule d'hélium? Alors, tu ne peux pas discerner d'un contact supramental d'un contact astral. Voilà. Puis les répercussions sur la planète par rapport à ce qui se passe dans le monde orientaux, Moyen-Orient, puis l'Occident, ça a quelles répercussions? Puis pourquoi maintenant? Ça, pourquoi maintenant, ça, c'est une question niaiseuse. Les répercussions. Le travail de l'énergie supramentale à l'échelle planétaire par le passage de cette comète qui permet donc à énormément de personnes d'avoir un peu plus accès, c'est-à-dire que ça va augmenter le niveau de conscience des personnes. Évidemment, il faudra que ce que tu vas inspirer comme molécule ne soit pas digéré par ton corps physique, ne soit pas digéré par ton corps vital, quoique là, c'est pas trop mal, ne soit pas digéré par ton corps astral et peut-être par ton corps mental, il peut être digéré. Donc, cela veut dire que la majorité de la population n'auront pas cette faculté de connaître la saveur de l'hélium ou de l'argon, du krypton, des gaz rares. Cela veut dire, entre autres, que les chefs des nations, cela veut dire que tout ce qui va se passer à l'extérieur, à l'échelle planétaire, ne sera influencé et ne pourra être influençable que par le degré qu'auront certains dirigeants de certaines nations qui ont la faculté mentale de goûter à cette saveur supramentale sans la conscientiser nécessairement de prime abord, parce que ça prend un temps à l'échelle de la planète. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'il y aura donc des actes qui seront posés pour forcer l'humanité à vivre une expérience similaire, pour collectiviser l'être humain au niveau de sa conscience astrale d'une façon radicale, d'une façon sans détour et sans retour, pour que les âmes dans le monde des morts puissent s'interfusionner de façon à créer une petite race, la race des élus, une petite race qui aura, elle, la faculté de rejoindre Dieu, c'est-à-dire de toucher à cette énergie supramentale. Les élus. Ben, il y aura des élus. L'homme pense. Les élus, on parle de combien d'élus? 144 000. Bon, je veux savoir s'il avait lu sa Bible. Comment pouvons-nous envisager que 150 000, pour arrondir, c'est toujours des erreurs des prophéties. Comment pouvons-nous envisager que sur 4 milliards 900 millions d'individus, 150 000 sont les élus? C'est facile. Pas dit que c'est facile. Quand tu es dans l'énergie. Sinon, c'est très dur. Les personnes, les élus, c'est quoi? Les élus, ce sont tous les véhicules biologiques terrestres qui vont avoir le privilège de recevoir l'énergie supramentale de façon pure pour arriver à bloquer l'expansion évolutive de l'univers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura effectivement 150 000 personnes à peu près qui constitueront une race à l'échelle planétaire et il n'y aura pas un seul maudit autre être humain qui pourra vivre. C'est ça que ça veut dire. Toutes les religions sont d'accord. Ils ne comprennent rien, mais sont d'accord. Cela veut dire que l'être humain devra suffisamment mourir pour permettre à 150 000 individus de rester? Pas nécessairement. Cela veut dire qu'à un moment donné, il faudra que chacun d'entre les personnes qui expriment un esprit pluralisé dans d'autres finisse par se fusionner. Et l'esprit supramental n'aura plus besoin de plus de 150 000 corps humains pour pouvoir, à l'échelle planétaire, parfaire ce rôle que l'être humain s'est donné bien avant d'être humain et d'être terrestrifié, donc de connaître la matière à un point tel qu'il pourra transformer le visage supérieur et intérieur de cette planète. Cela veut dire que si à travers tous nous autres, non, c'est pas vrai,
Cela veut dire que prenons par exemple une partie d'entre vous. Je pourrais être plus précis, mais de temps en temps, les égos n'aiment pas les trop grandes précisions. Prenons 200 000 personnes. Ces 200 000 personnes ce sont tous des élus. Est-ce que ça va à l'encontre de ce que j'ai dit dans le début? Il y en aurait 150 000. C'est 250 000, oui. Alors, 1 million de personnes, ils sont tous des élus, et ça, je le dis et je le sais. Est-ce que ça va à l'encontre des 150 000 élus, que je sais aussi? Apparemment, oui. De différence potentielle? Oui. Non. Non? Mais si tu parles, il n'y aura pas 150 personnes seulement vivant sur la planète, il y en aura d'autres. Oui, non. Et où sont les 1 million? Tout fusionné dans les 150 000. Et voilà. C'est simple. Le dialogue supramental, c'est ce qu'il permet. Il permet d'arriver à comprendre en parlant. Tu as parlé, et tu as donné la réponse, et tu savais que c'était la réponse. C'est facile. Ça n'a pas été souffrant. J'aimerais que vous écriviez vos questions sur papier si vous avez des questions. En avant, oui. Parce qu'il va pouvoir les lire, ce qui fait que tout le monde va pouvoir en bénéficier. Alors donc, je précise encore au niveau de ce phénomène. Il y aura donc 150 000 élus. Plus ou moins, on n'est pas à 1000 près. Et ces élus vont être... Qu'est-ce que l'énergie supramentale va faire à l'échelle planétaire? On revient là. Ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va obliger 150 000 personnes à rester en vie, et les autres, n'ayant pas compris ce qu'ils devaient faire à ce temps-là, vont passer sur un autre plan. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il va devoir rester... On pourrait dire oui, mais ça ne se passera pas tout à fait comme ça. OK, puis une petite question, même si c'est pas une petite question. Est-ce qu'une bombe nucléaire peut amener certains gaz qui fait que les gens vont pouvoir, par l'inspiration, avoir les contacts expérimentaux? Qu'est-ce qu'une explosion d'une bombe nucléaire crée? Elle crée du bruit, un vacarme. Il y a un effet lumineux. Il y a un effet de choc. Il y a un effet de chaleur. Il y a un effet de radioactivité. Dans tous ces mécanismes, la radioactivité, est-ce qu'il y a de plus important dans l'effet destructif ou transmutatif de la bombe nucléaire? La bombe nucléaire, au niveau de l'énergie vitale, elle a la faculté de transformer, de transmuer l'énergie mémorisée au plan vital, donc la génétique vitale planétaire, pour en créer autre chose. Et dans une explosion nucléaire, on assiste à la création de différents gaz rares. C'est traumatisant. Parce que la bombe nucléaire fait donc partie de l'évolution supramentale de l'humain. Comme était la bombe H sur Hiroshima. La bombe hydrogène, elle créait surtout de l'eau. Alors, c'était pas tout à fait pareil. Il y avait une radioactivité, évidemment. Elle a créé de l'hélium, elle a créé certaines choses, mais c'était pas assez puissant. C'était un essai, c'était pas assez puissant. Est-ce que cela veut dire qu'il y aura une guerre nucléaire? C'est pas important. Cela veut dire qu'il y aura suffisamment, à un moment donné, de gaz rares sur la planète qu'on inspire convenablement. L'explosion nucléaire à l'échelle planétaire, il va créer ceci. Premièrement, il va transmuer d'une façon tout à fait débile la génétique de tous ceux qui seront vibratoirement irradiés par l'explosion nucléaire. Cela veut dire que ces êtres humains n'auront plus la faculté d'enfanter, parce que leurs enfants seront des monstres. Et les enfants monstres ne tireront plus d'âmes évoluées et ne permettront plus non plus à l'esprit de venir s'incarner, parce que le corps attire une chose similaire à lui. Premier point fondamental de l'intelligence, de l'évolution nucléaire au niveau de l'armement. Il n'y a jamais rien qui est inintelligent ou il n'y a rien qui n'est pas permis sur la planète. Deuxièmement, les personnes qui vont vivre cet holocauste ne pourront plus procréer, ça va. Ça règle déjà un problème. Et les personnes vont vivre une similitude d'événements.
Ce qui fait que lorsqu'ils vont mourir, astralement parlant, ils vont tous se fusionner les uns les autres pour pouvoir revenir dans des corps sains. Corps sains qui sera permis par des individus qui resteront sains. Et souvent, on pense que les élus, ce sont ces individus. Non. Il n'y aura pas 150 000 survivants à une guerre mondiale. Il n'y aura pas 150 000 survivants à n'importe quel genre d'apocalypse. Il y aura des millions de survivants. Les élus, ce sont les enfants des enfants de ceux qui vont survivre. À part quelques exceptions. Il y a toujours des exceptions, ça plaît à l'être humain. Bon. Alors, ce qui fait que non seulement tu ne procrées plus, deuxièmement, tu vis une expérience similaire, ce qui te permet au niveau du plan des morts de pouvoir te fusionner pour revenir. Et troisièmement, ça permet la création d'une énergie au niveau des gaz rares, ça permet la création d'un potentiel énergétique capable de recevoir la mémorisation de l'énergie supramentale sans déformation par la planète. Et l'énergie vitale de l'explosion nucléaire a une autre fondamentalité terrible. C'est qu'il consomme du karma terrestre, il consomme de l'ego planétaire en explosant. Sa densité vibratoire au niveau vital permet la dissolvation, la dislocation totale de la majorité des égrégores sataniques ou des égrégores bas, ceux qui sont proches de l'énergie vitale. Autant la matière, la génétique, va être transformée parce qu'elle est proche de l'énergie vibratoire du nucléaire, de la radiation, autant l'astral bas qui est collé sur l'énergie vitale va aussi être transmué. Alors après un holocauste nucléaire, il ne resterait qu'un astral spirituel, il ne resterait d'ailleurs que tout ce qu'il faut à l'être humain pour parfaire son travail. Est-ce que cela veut dire qu'on doit militer pour la guerre nucléaire? C'est pas nécessaire. L'astral s'occupe de ça parce que l'astral ne sait pas ce qu'il fait, il travaille contre lui. Pourquoi j'ai accepté de parler de ceci comme cela? C'est simplement pour instruire avec les parcelles de l'astral qui luttent contre ce qui doit être. Maintenant, est-ce que cela veut dire que c'est tout à fait exact ce que je viens de dire? Je vous laisse le privilège de décider. Tant qu'il ne faut pas sauter une bombe au Québec, on est bien. Amuse comme un petit fou, moi, là. Est-ce que Nostradamus qui a vu, est-ce que c'est réel ou c'est coloré? Ben, c'est coloré. Parce que tout c'est réel. OK, tout ce qu'il dit, présentement, ce temps se réaliser par... Il disait qu'un homme venait du désert, et cet homme-là, c'est Kadhafi, il vient du désert. Et les nations vont se revirer l'un contre l'autre. Quand ils vont parler de paix, parce qu'ils vont... C'est moi qui ai dit ça, c'est pas lui. Quand ils vont parler de paix, il va comme avoir une tension. Puis il y en a un qui voudra absolument rien savoir de la paix. Et c'est lui qui va... Lorsque l'humanité va se réunir autour d'une même table pour discuter de la paix, certains sauront que les temps arrivent. On dirait que ça commence à se faire. Dans le sens qu'on dirait que ça commence... On dirait qu'il y a une tension, puis qu'ils veulent se remettre en paix. Moscou veut se désarmer. Il y a d'autres... Puis... Il y aura une guerre avant. Avant? Une petite? Il y aura une guerre, et après cette guerre, il y aura un mécanisme de discuter. On ne peut pas parler de paix lorsqu'on n'est pas en guerre. Il y aura une guerre. Une guerre à effet limité, une guerre avec des armes conventionnelles, une guerre normale. Une guerre froide, politique et chaude ailleurs, comme il y a toujours. Une guerre qui va relier l'Amérique du Sud à l'Afrique du Sud. Je ne parle pas de l'Afrique du Sud au niveau politique, je parle de l'hémisphère sud. Une guerre qui va relier le nord au sud, le sud au nord. Mais une petite guerre par rapport. Suite à cette petite guerre, on parlera de paix. Est-ce que c'est des prophéties que je fais? Non. Ça peut arriver, ça peut ne pas arriver, on s'en fout, on parle pour ça, c'est amusant. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y a bien des choses que l'être humain craint qui vont se révéler vraies parce que l'être humain les craint trop. Lorsque l'humanité va commencer à parler de paix, la majorité de tous les âmes humaines vont vibrer soulagement. Tout le monde va vibrer correctement. Et c'est là que tout le monde va laisser tomber bouclier et épée.
C'est là que tout le monde va laisser ses portes débarrées. C'est là que tout le monde va laisser son char débarré. C'est là que tout le monde va être heureux, mais heureux, c'est le paradis. Dans un monde de dualité, on ne peut pas arriver à un apocalypse sans passer par un paradis. Et on ne peut pas vivre un apocalypse sans revenir à ce paradis. Tu avais parlé pour ceux qui se conscientisaient qu'en 1987, ça allait être beaucoup plus facile pour eux. J'ai dit ça, moi? Oui. J'ai dit des choses, hein? Pourquoi en 87? Pourquoi pas en 87? Ben, 86, il y a la comète d'Halley qui fait vibrer un petit peu trop l'astral, qui a des répercussions, puis qui résiste, puis qui fait des choses au niveau ça crée des matériel. perturbations chez l'être humain, ça crée des mécanismes, donc des mécanismes préparatoires à l'être humain. C'est pas parce que la comète a décidé de passer par ici, il n'aura pas décidé, comme l'être humain est manipulé, c'est pas parce que la comète est passée par ici que, pouf, tout le monde en arrive là. Il y a des préparations moléculaires, génétiques, biologiques qui doivent donc se faire. En 87 surtout, mais en 86 c'est très puissant au niveau de la conscientisation collective, il y aura de plus en plus, ça va se faire en plusieurs étapes. Premièrement, on va dire, s'il y a plus de conscientisation, alors le monde devrait se réunir de plus en plus dans des régions où on parle d'énergie supramentale. Ben, c'est faux. C'est faux parce que la première étape de cette conscientisation collective va être une conscientisation d'abandon. L'humanité collective qui se conscientise soudainement, de très peu, parce qu'elle se conscientise en même temps. C'est-à-dire que celui qui monte est dissous dans ceux qui ne montent pas, créant un état d'équilibre, et c'est la masse qui évolue en même temps. Cette masse va commencer par abandonner des choses. Abandonner ça, abandonner ça, abandonner ça, abandonner ça, abandonner ça. La deuxième étape, vers 87, la masse va commencer, va avoir encore poursuivi sa conscientisation, et là, elle va commencer à intelligencer, c'est-à-dire que son mental va commencer à se personnaliser. À partir de 1987 et finale 87, là, tu auras de plus en plus d'individus qui seront susceptibles de se réunir dans cette conscience supramentale. Pas avant. Avant, tu ne peux pas aller chercher une collectivité complète, même si tu es entouré de millions de personnes, pour pouvoir réellement le faire, pour la simple raison que que seules les personnes qui, sans commettre, sont capables d'arriver à se nettoyer, qui vont arriver à venir, à se réunir, à penser supramental, ou à connaître cette énergie sans nécessairement la déifier, à y croire. À croire que Dieu, on peut le maudire, si c'est un vrai Dieu, il ne tapera pas dessus. S'il nous tape dessus, ce n'est pas un Dieu, c'est un diable qu'on devra contrôler. Alors en 86, la majorité de la conscience collective va commencer à briser des attachements traditionnels normaux, courants. Il y aura une lutte pour empêcher ça, mais ça, on lutte toujours. En 87, la majorité vont commencer à se sortir de ça. Là, il y aura une grosse transformation. C'est-à-dire qu'en 87, ça sera visible. Toi, tu vas le voir. D'autres ici vont voir que dans la rue, il y a du changement. Ah, c'est une bonne raison. Pourquoi 87? C'est pas à cause des chiffres. Est-ce que ceux qui se conscientisent vont avoir une meilleure situation monétaire aussi? C'est que... Ceux qui se conscientisent comme ceux qui ne se conscientisent pas peuvent avoir une meilleure situation monétaire. L'être du poisson peut être millionnaire, tandis que l'être nouveau peut être dans le trou. Ça dépend de l'organisation. Si l'être nouveau, transitif, il n'est pas nouveau, si l'être transitif, qui se conscientise, pense être capable de tout faire tout seul au nom de la non-manipulation, ben, il n'arrivera pas à être riche. Il faudra qu'il écrase tout le monde comme l'être ancien, puis il va se faire écraser comme l'être ancien. Tout ça dépend de l'organisation. Si les êtres humains veulent s'unir pour fonctionner au niveau de la matière, au niveau de tout ça, s'ils veulent s'organiser, ben, c'est évident, poissons ou aquariens, qu'ils vont devenir plus riches. C'est facile d'être riche, c'est une stupidité de ramasser de l'argent. Il faut premièrement arriver à éliminer 12 peurs fondamentales chez l'être humain qui l'empêchent d'arriver à organiser sa matière, à s'organiser. Il y a 12 peurs chez l'être humain qui l'empêchent de s'organiser. Il y a 10 méthodes, 10 attitudes de pensée qu'il doit instruire à son ego pour que celui-ci le laisse s'organiser et les résultats viennent. Ce sont des choses faciles qui s'apprennent parce que ça regarde l'ego. L'organisation, ce n'est pas une question vibratoire. Ce n'est pas une question aussi subtile que la conscience supramentale. L'organisation, c'est question d'ego.
L'organisation, c'est quoi? C'est la règle écologique qui dirige déjà la planète. Donc, tu n'as pas besoin d'être subtilement connecté quelque part pour être organisé. C'est déjà là, l'organisation. Les fleurs poussent, les pissenlits poussent, les papillons volent, les nuages se promènent. C'est organisé. L'être humain fait des désirs parce qu'il a de l'ego. L'organisation, c'est une instruction pour l'ego. Ça n'a rien à voir avec l'énergie supramentale et tellement peu avec l'énergie mentale, ce qui fait que n'importe qui peut s'organiser. Par contre, il doit suivre un schéma d'éducation particulier pour instruire son ego. Alors, est-ce que en 87, les êtres reliés à cette conscience supramentale seront? Ça dépend s'ils peuvent organiser leur ego. Tu peux être en contact supramental et être malade, être en